Les investisseurs institutionnels, nous avons par exemple les fonds de gestion d'actifs diversifiés. Alors, la gestion diversifiée consiste à répartir l'investissement total en plusieurs classes d'actifs en fonction du risque et du rendement espéré de chacune de ces classes. Cette répartition est périodiquement revue en fonction de l'appréciation par les gérants de l'évolution potentielle des marchés. Donc, la diversification des investissements en classes d'actifs et zones géographiques contribue à limiter les risques. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a les investisseurs institutionnels. En fait, c'est quoi les investisseurs institutionnels? Justement, c'est la question. Alors, c'est quoi un investisseur institutionnel? C'est quoi un investisseur institutionnel? Je Koulibaly, vous êtes un peu assoupi, on dirait. Ça arrive, hein? La fatigue, c'est pas facile, hein? C'est quoi un investisseur institutionnel? Miss, c'est quoi un investisseur institutionnel? Ça fait longtemps que j'ai vu la vie, il faut que je vous interroge un peu. C'est quoi un investisseur institutionnel? C'est peut-être des institutions, comment on appelle ça, des ONG ou encore des organismes qui décident d'investir dans le projet. C'est ce que vous entendez par investisseur institutionnel. Et vous, monsieur Défi, c'est quoi un investisseur institutionnel? Si vous ne connaissez pas, dites que vous ne connaissez pas. Hein? Ah, c'est comme ça que vous entendez investisseur institutionnel. Non. Je comprends. Vous entendez institutionnel. Non. Ce n'est pas ça. Oui. Voilà, ça n'a rien à voir avec institution, justement. C'est pour ça que je vais passer. Non, en fait, ça n'a rien à voir. Voilà, non, ça n'a rien à voir. En fait, les investisseurs, ce sont les gros investisseurs. Les fonds. Voilà, ça dit c'est des gens qui apportent des. Par exemple, on dit que les assureurs sont des investisseurs institutionnels. Vous avez une fois entendu ce terme-là? Jamais. Les banques sont des investisseurs institutionnels. Vous comprenez maintenant un peu? Ça dit que c'est des gens, c'est pas des gens qui apportent des petits sous comme vous et moi. Vous voyez? Et la plupart des emprunts obligataires que l'État lance là, que les États lancent, ce sont les investisseurs institutionnels justement qui investissent. Ça, voilà, ça veut dire que c'est des gens qui vous apportent 100 milliards, 200 milliards, 150 milliards. C'est pas les petits comme nous là. C'est ceux-là en fait qu'on appelle les investisseurs. Ce sont de gros investisseurs en fait. C'est tout. C'est un thème. Vous voyez. Donc, c'est un thème simplement. Ce sont donc des personnes qui investissent de gros montants, d'accord, d'argent. Et on a de voir donc quelques investisseurs institutionnels. Il y a les fonds souverains, par exemple. Les fonds souverains. Vous avez entendu une fois parler des fonds souverains, non? Jamais. Vous n'entendez que vaguement. Par exemple, quand vous avez une fois entendu parler du fonds poétien, non? Vous n'avez jamais entendu parler du fonds poétien. C'est de gros investisseurs institutionnels et internationaux. Le fonds poétien, les fonds pétroliers, là, ce sont des fonds qui sont détenus par des États. Et par exemple, le Koweït, c'est-à-dire que, ou bien vous avez une fois entendu du fonds, vous avez une fois entendu parler du fonds arabe, non? Vous avez une fois entendu, vous n'écoutez pas l'actualité. Bon, les femmes algériennes là, vous ne suivez pas l'actualité. Quand vous posez une question sur l'actualité, vous n'allez pas voir une femme dedans. Non, la plupart des femmes ne suivent pas l'actualité. C'est de façon générale. Non, je le dis parce que ça c'est rare les femmes qui suivent l'actualité. Mais ça se comprend par vos activités en fait. C'est tout. Ça se comprend, ça se justifie quoi. Une femme, vous voyez, un homme peut, c'est-à-dire un homme, surtout s'il est marié, il peut être toute une journée devant la télé. Mais une femme peut être toute une journée devant la télé, c'est impossible. En tout cas, une femme mariée qui vraiment, elle ne peut pas. Mais un homme, lui, peut être toute une journée devant la télé. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, maintenant, samedi, par exemple, les gens qui comptent sur les salaires uniquement, si il est assis, il se réveille le matin, il n'a pas envie de sortir, il est assis devant son canal, il va zapper jusqu'à pareille heure. Oui ou non? Celui-là, il peut être au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Mais est-ce qu'une femme peut se lever, une femme qui est plus au foyer qu'à des enfants, vous pensez qu'elle peut s'asseoir toute une journée comme ça pour regarder la télé? Du coup, ça se justifie, c'est pour ça que ça se justifie. C'est rare que les femmes soient au parfum des choses. Voilà.
femmes, et puis il faut dire que les femmes s'intéressent très peu à l'actualité, quoi. C'est pour ça que vous n'avez pas dans la plupart des trucs politiques là. C'est rare que les manifestations, vous n'avez pas avoir des femmes. Elles ne sont pas beaucoup. Sauf qu'il y a les meetings politiques où on les blague et puis elles viennent, voilà, on les fait venir et puis elles viennent ponctuellement, on les donne des repas. C'est journée de la femme seulement, on les voit là, pas ça. C'est ce que je dis. Ou bien pour les meetings politiques où on les déplace et puis là, elles savent qu'elles vont venir, elles vont peut-être prendre 5 000, 10 000 là. Là, elles viennent. Tu n'as pas ça, tu ne vas pas voir les femmes. Hein. On les mobilise en fait. Ce n'est pas elles-mêmes qui se mobilisent, on les mobilise, elles viennent, quand elles finissent, elles retournent. Vous voyez, là c'est différent, mais les hommes, quand il y a les manifestations, c'est dans les hommes, vous allez voir là. Donc, pourquoi parce qu'on s'intéresse à l'actualité. Donc, ça se justifie. Donc, quand on dit le fonds coïtien, les fonds arabes, là, justement, ce sont justement des investisseurs institutionnels. Vous voyez, par exemple, il y a des projets qui sont financés par ces fonds-là. Ce sont des fonds internationaux, c'est-à-dire ce sont des États qui décident de mettre une partie de leur argent de côté pour investir. Vous comprenez, il y a les États qui se il y a le Koweït, c'est le Koweït qui a commencé cette affaire-là. Puisque vous savez que le Koweït était. Bon, vous n'avez pas connu la guerre du Golfe. Hein? Ah, vous êtes jeune. Alpha Blondy a chanté sur ça. Vous connaissez la chanson, non? C'est une chanson de. Où Alpha Blondy ne tirez pas sur. Ne tirez pas sur mes amis américains, ne tirez pas sur. Vous ne connaissez pas la chanson, hein? Vous êtes jeune vraiment. Bon, ok. Donc, ici, le Koweït, en fait, comment on appelle ça? C'est un petit État dans les années 90 là. Le Koweït, ils étaient frontaliers, ils sont frontaliers avec l'Irak. C'est un pays qui était très riche, qui avait du pétrole. Donc l'Irak a envahi le Koweït, vous comprenez. Et les États-Unis avaient des intérêts au Koweït. Donc les États-Unis sont allés défendre le Koweït. En 90 là, il y avait George Bush, on appelle George Bush père. D'accord? Il y a le père, vous connaissez George Bush non moins, non? Vous ne connaissez pas, vous entendez le nom de George Bush. Voilà. Il y a eu le père a été président et puis le fils aussi est devenu président. Voilà. Donc le père, et ils ont le même nom, mais l'autre, le fils avait pour lui, il y a Junior devant. Voilà. Donc il y a George Bush. Donc c'est lui qui avait un partenariat là, il allait défendre le Koweït. Donc ça va être une guerre mondiale en 90 là. Donc Alpha Blondy avait chanté par rapport à ça pour éviter que ce soit une guerre mondiale. Parce qu'il y a des pays qui voulaient aller défendre l'Irak, il y a d'autres pays qui ont voulu défendre le Koweït. Donc ça va être une guerre mondiale, un peu comme la guerre de la Russie là, actuelle. Voilà. Donc c'est un peu ça. Si d'autres pays se mettent net, ça va devenir une guerre mondiale. Donc bref, c'était un peu ça. Et donc le Koweït était un pays très riche, donc ils avaient du pétrole. Et quand ils exploitaient, ils mettaient une partie de leur argent là, et ils finançaient des projets dans le monde, en Afrique, etc. Donc ça leur rentabilité finançait des projets. Donc c'est ça qu'on appelle les fonds souverains. Donc ils sont de gros investisseurs institutionnels également. D'accord? On a aussi les fonds de capital investissement. Alors les fonds de capital investissement investissent dans des types de sociétés non cotées qui par définition ne sont pas liquides. Donc on a aussi ce qu'on appelle des fonds de capital investissement qui eux, c'est des risques qu'ils prennent. Donc vous voyez tout ça, ce sont des fonds, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui sont en place, qui investissent dans de gros projets. Mais c'est des projets. Et les États aussi, vous savez que nos États aussi font des projets qui vont soumettre à ces fonds-là. Vous connaissez, vous le savez, non? Alors, le fonds arabe, il fut un temps où, je ne sais pas si ça a changé, mais il fut un temps où le fonds arabe finançait beaucoup de projets des États, de nos États. Vous voyez, les gens montent des projets, mais ils ont un bénéfice en retour, hein. Ce n'est pas gratuit. Hein. Voilà, ils accompagnent, un peu comme ce que nous venons de parler là, le crowdfunding là. Ils accompagnent les États dans ces projets-là. Et en retour, bien évidemment, hein, comment on appelle, en retour, bien évidemment, eux aussi, hein, ils en profitent. Maintenant, parmi aussi les investisseurs institutionnels, on a aussi les entreprises publiques ou privées. D'accord, qui prennent des participations financières dans les États et dans certaines sociétés. On le sait. Par exemple, justement, les entreprises d'assurance vie prennent des actions, achètent des actions, même les banques aussi achètent des actions dans certaines sociétés. N'est-ce pas? Vous le savez, non?
Il ne faut pas que le climatiseur vous fasse dormir. Hein. Je peux voir, il y a vraiment de nous. Hein. Si vous n'avez pas marché avec eux. On dit là, je ne vous sens pas. Hein. Hein? Donc, apparemment, vous êtes un peu fatigué là. Ça va aller. Donc, vous voyez, donc, il y a les entreprises aussi qui achètent, qui prennent des participations financières. D'accord? Qui achètent aussi des actions, qui achètent des participations financières dans certaines structures. Alors, quelles sont les qualités d'un investisseur? Comment un investisseur doit être, selon vous? Quelles sont les qualités qu'un investisseur peut avoir? Les investisseurs, les petits investisseurs comme nous là, ou les grands investisseurs, quelles sont les qualités? Monsieur, il faut avoir d'abord la ressource. Il faut avoir non, les qualités. Oui, il faut avoir les ressources. Ça, c'est normal. Ça ne fait un investisseur. Qualité. Monsieur, qualité en termes de quoi? Oui, quelles sont les qualités? Qu'est-ce qu'un investisseur doit avoir? Oui, monsieur Téti. Quelles sont les valeurs, justement? Quelles sont. La fiabilité. Il doit avoir quoi? Être fiable. Il doit être fiable. Oui, mais non, ici, c'est par rapport à ses intérêts. Hein. C'est pas par rapport. C'est-à-dire que si vous devez investir votre argent, quelles sont les qualités que vous estimez que vous devez avoir? C'est de ça que je parle. C'est pas ce qu'on veut. Ici, si vous voulez investir votre argent, quelles sont les qualités que vous devez avoir? Rigoureux. Rigoureux, oui. Pas d'autre. Oui, pas mal. En fait, il faut être rigoureux, il faut suivre son argent. Attendez, ne mettez pas votre argent et puis non, il n'a pas fait ce qu'il veut. Jamais. Vous suivez, n'est-ce pas? Oui, en même temps, patient. Je suis d'accord. Patient, oui. Effectivement, il faut être patient, il faut savoir attendre un moment effectivement que l'argent. Quoi d'autre encore? Je suis d'accord, entièrement d'accord. Quoi d'autre encore, selon vous? Quoi d'autre encore? Ah, c'est tout? Vous voulez qu'on fasse une pause? Non, Ça peut aller? Oui, c'est ça. Peut-être, disons, avoir le goût du risque. Le goût, oui, c'est clair. Il faut avoir aussi le goût du risque, effectivement. Mais, d'abord, un bon investisseur est un gestionnaire avisé de son épargne. On est d'accord, non? Il est avisé. Ça veut dire quoi être avisé? Oui, ça veut dire quoi être avisé? Vous-même, vous êtes avisé. C'est pour ça que je vous demande. Je sais que vous-même, vous êtes avisé. C'est pour ça que je vous demande. Être avisé là, c'est quoi? Vous-même, vous êtes avisé. Vous êtes une personne très avisée. Ça veut dire quoi? Peut-être faut être malin, mais sage, savoir repérer les opportunités. Peut-être, oui, pourquoi pas. Quoi d'autre encore? On dit un bon investisseur, c'est d'abord quelqu'un qui est avisé. Avisé veut dire quoi? Dans avisé, il y a quoi? Vision, une bonne vision. Avisé. Non, c'est avisé, c'est collé, avisé. Ça veut dire quoi avisé d'abord? Attention, justement, vous voyez. Il y a avisé, puis. Non, vous voyez, en fait, il y a ce mouvement, sachant. C'est pas pour ça qu'on a vu préfixe, suffixe, n'est-ce pas? Vous comprenez, non? En réalité, quand vous avez des difficultés pour un mot là, retournez à cela. On a vu préfixe, suffixe, etc. N'est-ce pas? Avisé, justement, avisé. Avisé, là, la radicale, le suffixe. Préfixe, suffixe, radical, préfixe, radical. C'est pas pour rien, hein? Ça permet de connaître les mots. Et donc, justement, dans avisé, donc, avis, c'est quoi? Donc, ça veut donc dire quoi? Autrement dit, c'est quelqu'un qui est. Dans avis, là, il y a quoi? Quand on dit avis, c'est quoi? Un avis, c'est quoi? C'est quoi? Quand on dit donner un avis, c'est quoi? Une observation. Un point de vue. Un point de vue, oui, ça c'est donner avis. Maintenant, ça c'est oui. Maintenant, quand on dit, par exemple, l'État de Côte d'Ivoire avise comment on appelle ça, toute la population, que ça veut dire quoi ici? Quand on dit l'État, par exemple, de communiquer, l'État de Côte d'Ivoire avise la population ivoirienne que à compter de 2000 euros sera donner une information très bien. Donc ici, vous voyez, donc dans la vie là, ça veut donc dire quoi? Il est Informé. très bien. Vous voyez là, donc vous voyez, il y a donc le mot a deux sens effectivement. Ce que vous êtes en train de dire, mais ici ça ne cadre pas.
Le centre de santé, oui, mais on dit qu'il doit être avisé. Vous voyez, c'est pour ça qu'on analyse les mots. Là, vous avez sorti ça de son contexte. Donc, moi, je vous ramène dans le contexte. Donc, ça veut dire quoi? Il doit être informé. Ça veut dire, et quand on doit être informé, comment on fait pour être informé? Comment on fait pour être informé? Il faut être informé, mais comment on fait? Si par exemple vous ne regardez pas la télévision, est-ce que vous pouvez être informé? Non. Donc, on fait quoi pour être informé? Faites la recherche. Voilà, on cherche l'information. C'est ça. Pour être informé, il faut chercher l'information. Ou bien, donc le bon investisseur, c'est quelqu'un qui doit être avisé. Autrement dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Avoir les bonnes informations. Il doit chercher les informations. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est d'abord ça, il doit chercher les informations. C'est-à-dire, si j'investis ici, là, qu'est-ce que ça peut me donner? Si je l'investis ici, dans quoi je vais investir? Quels sont les intérêts? La preuve, vous avez vu maintenant, on a vu les taux d'intérêt, par exemple. Voilà. On a fait DAD. Très bien, DAD, intérêt composé, intérêt simple. Mais s'il n'est pas bien, il ne peut pas savoir tout ça. Donc il faut aller chercher l'information. C'est ça le bon investisseur, celui qui place son argent. C'est quelqu'un il doit chercher les informations, il doit être avisé. Ça veut dire qu'il doit rechercher l'information. C'est ce que ça veut dire ici. Il doit savoir dans quoi il met son argent. Et quels sont les intérêts, c'est-à-dire quels sont les risques, quels sont les avantages. Il doit mettre tout ça avant de mettre son argent. Mais vous ne faites pas ça. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez mettre votre argent à la bouche et que vous partez mettre dans le si vous êtes mort. Si vous partez mettre dans le Fritisac, actuellement ça ne marche pas. Donc, vous devez être avisé. Ah, c'est vrai, je vais investir à la bourse, hein. Mais dans quoi? Actuellement, les sociétés. Total. Actuellement, ils ont la dette pétrole. Total. Ou bien, il y a la chose aussi. Oui, il y a Orange. Par exemple, il y a la cible. Je vous ai dit, moi, comment je sais que la cible a le vent en coupe? Mais c'est parce que je suis allé chercher l'information. Quand vous avez porté le t-shirt au début, on en a parlé, justement. C'est parce que moi, je suis allé chercher l'information et je sais que la cible a le vent en coupe. Et selon les rapports, la cible a fait un taux de croissance. Le second semestre, là, la cible a fait bon. C'est comme si, effectivement, l'année dernière aussi, EcoBank avait fait bon et tous les investisseurs s'étaient rués sur EcoBank pour aller investir beaucoup. Parce que là, dans EcoBank. Donc, il faut être. L'investisseur, c'est quelqu'un qui recherche l'information chaque fois. S'il investit ici, ça peut donner quoi? Si je mets mon argent ici, donc c'est quelqu'un qui est toujours en train de chercher. Et dès que, parce que c'est la première qualité même de quelqu'un qui place son argent, il y a des gens, je vous ai dit ici, il y a des gens qui ont le coût du risque. Et s'ils n'ont pas l'information nette, mais regardez par exemple, dès qu'il y a un événement, par exemple, que je passe la bouche par exemple de Londres, ou bien la bouche des États-Unis, dès qu'il y a une petite information nette, vous voyez que en même temps la bourse commence à fluctuer. Parce que c'est des gens qui suivent l'information. C'est des gens qui suivent. Il y a des gens même, ils sont tellement avisés que dès qu'il va y avoir une manifestation nette, là, ils enlèvent l'argent. Voilà, dans un pays, quand on sent que. Ah, ça dit que, vous voyez, c'est des gens qui sont avisés, qui suivent l'information. On dit non, ceci, cela, le président peut se représenter, etc. Là, quand ils sentent. Vous voyez, il y a des pays où, le gars, c'est ça l'investisseur. Il voit, il veut mettre son argent. On dit non, que le président se présente pendant un troisième mandat. Ça va pas sortir bon. Déjà, le gars, il en est, et c'est comme ça. Donc c'est comme ça qu'il y a des pays qui sont en train de connaître une mission, et puis il y a des pays qui sont en train de. Et où il y a plus de 4 mecs là, tous les investisseurs qui étaient là. Parce que c'est un risque. Donc tout ça retarde certains pays aussi. Vous voyez. Donc l'investisseur, c'est quelqu'un qui a avisé. Il sait où son argent doit partir, où il doit mettre son argent, quels sont les risques, quels sont les avantages, etc. Donc il doit disposer de qualité pour analyser une sélection. Il doit savoir analyser. Il doit voir telle chose venir, telle chose n'est pas venue, il doit voir. C'est quelqu'un qui doit sentir les choses venir. Et prendre ses dispositions en même temps, il doit être perspicace. N'est-ce pas? Donc, il doit disposer de qualités pour l'analyse de sélection des opportunités qui sont présentées afin de choisir en connaissance de cause celles qui sont les plus appropriées à sa situation. Il doit s'efforcer de comprendre le fonctionnement du support dans lequel il projette d'investir. C'est clair. Si je dois investir en assurance vie, je vous ai parlé de l'assurance vie. Il doit se renseigner, connaître quels sont les avantages. Donc, s'il doit investir en banque, il doit connaître quels sont les avantages. S'il doit investir en crowdfunding, en tout cas, moi, je ne suis pas prêt, moi, personnellement, à investir en crowdfunding.
parce que j'ai quelqu'un qu'on me double. Comment il a conduit la maison? Ou bien, c'est difficile. Comment on peut contrôler cette personne qui risque de vous doubler pour un projet? Ça me paraît même le plus risqué même. Parce que là, c'est quelqu'un qui vous soumet ses projets. Il y a des indicateurs de contrôle Si, il y a ça, effectivement. qu'on peut installer. Si, justement, si, je suis d'accord. Effectivement, mais là, c'est vraiment pour des projets, c'est pas des projets individuels, là, hein, ça, il faut des projets d'une certaine envergure, quoi, qui témoignent vraiment d'une plus grande transparence. Vous voyez, par exemple, les fonds, les États qui investissent, justement, les fonds, comme on a dit, qui investissent dans les États, il y a la transparence, hein, l'État doit rendre compte, il y a des documents, tout ça. Regardez même les projets, justement, regardez même les projets de construction de routes, tout ça, les ponts, là, c'est des crowdfunding. Les ponts, c'est des crowdfunding. Quelqu'un vient, il met son argent, un projet participatif, il gère pendant justement un certain temps, et puis après, ça revient à l'État de Côte d'Ivoire. La route devient. Mais ce sont des projets participatifs. C'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire soumet le projet. Je vais construire une route. Effectivement, on va mettre un péage. Vous allez vous faire payer pendant un temps, et puis après, la route revient à la Côte d'Ivoire. C'est le Ghana qui m'énerve. Il y a beaucoup de péages aussi comme ça. Quand vous traversez le Ghana, il y a beaucoup de péages. Oui, vous voyez, il y a beaucoup de. Mais au bout d'un certain temps, vous exploitez pendant 30 ans, etc. Et puis après, ce projet revient. Oui, les routes là reviennent après. Mais pendant ce temps, ils ont l'obligation de faire l'entretien. Donc, vous voyez. Donc, voici par exemple des projets de crowdfunding où il y a donc, l'investisseur est quelqu'un qui doit être très avisé. Vous comprenez maintenant ce que ça veut dire quand on dit qu'on est avisé, c'est quelqu'un qui est formé. Voilà, quand il est avisé là. Je sais que vous entendez le mot. Maintenant, aviser aussi peut dire autre chose. Quand on dit par exemple je vais aviser, ça veut dire quoi? Informer telle personne. Non, je vais aviser. Oui, monsieur. Bon, on dit non. Oui, quand par exemple quelqu'un dit monsieur Kechi, nous venons de, voilà, je sais pas, nous venons d'investir et nous voulons avoir votre point de vue. Et puis vous répondez, je vais aviser. Ça veut dire quoi? Ici, ça a un autre sens. Voilà, j'avais réfléchi. Voilà, ça veut dire. Ici, aviser veut dire autre chose, j'avais réfléchi. Donc, aviser a plusieurs sens. Si tu veux faire quelque chose pour m'aviser, ça veut dire quoi? Si tu veux faire dorénavant là, avant de prendre n'importe quelle décision, il faut m'aviser. Voilà. Donc, ça, il faut aviser à plusieurs sens. C'est ça. Donc, quand on dit l'investisseur est avisé ici, il faut m'aviser. Il avise, c'est quelqu'un qui est formé, il s'est formé même. Question? Pas de question. Accordez-moi une minute, s'il vous plaît.
s'il vous plaît. Alors, donc ici, voici l'une des qualités de l'investisseur. D'accord. Donc, il doit s'efforcer de comprendre le fonctionnement du support dans lequel il projette d'investir. C'est clair. Il doit savoir dans quoi il investit. Et se documenter sur les conditions relatives à son investissement. Oui, sans quoi il va perdre. Mais vous voulez investir dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Mais c'est que vous êtes en train de jeter votre argent. Je ne sais pas si vous-même, quand on veut même acheter un portable, on se renseigne, non? Déjà au moins sur le portable. Hein? On va quand même se mettre là. Donc, on va s'informer. On doit s'informer. Donc, l'investisseur américain Warren Buffett a sur ce sujet une philosophie simple qui est: si vous ne comprenez pas, n'investissez pas. Point. Si quelqu'un vous demande d'investir, si vous ne comprenez pas, ne mettez pas votre argent, gardez votre argent. Tout au même, allez prendre un bon poulet, vous allez manger. Si vous buvez du vin, vous mettez un peu de vin dessus. Point. Là, au moins, ça dit vous, c'est votre argent, c'est pas quelqu'un. Donc, c'est important, donc il faut s'informer. Donc, les autorités de marché s'attachent à ce que les investisseurs soient convenablement et équitablement informés par les émetteurs. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, l'investisseur aussi doit avoir des stratégies, bien évidemment. Donc, il doit avoir des stratégies. Alors, les investisseurs donc, commencent par définir un plan d'investissement. C'est clair, il faut définir un plan d'investissement. Je vais investir en banque, je vais investir dans les assurances, je vais investir dans tel domaine. Il faut avoir un plan d'investissement. Combien je vais investir par an, combien je vais investir par mois, etc. Vous voulez investir dans les assurances, combien il me faut, quel est le budget, etc. Vous multipliez. Et c'est toujours bon. Surtout pour les personnes salariées, le meilleur investissement, comme les salariés n'ont pas la possibilité de faire du commerce, du trading. Parce que le trading vient en fait du commerce, de faire du business. Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut investir, même tout en on met une partie de son argent de côté. On peut investir dans la bourse, on peut investir dans les assurances, on peut investir en banque. Une partie de l'argent, puisque la plupart d'entre nous, même nos virements se font par, c'est les virements bancaires. De nos jours là, tous les salaires là, c'est par banque, on paye ou bien. On paye tout le monde par la banque maintenant. Du coup, vous pouvez constituer, disons, la banque peut vous prélever une partie qui est une forme d'épargne, ou à défaut, vous retirez tout votre salaire, vous pouvez placer une partie dans la bourse, placer une partie dans les assurances, etc. C'est comme ça. Et il y a des salariés qui s'en sortent, c'est-à-dire il y a des personnes qui n'ont pas d'activité secondaire, tout ça, qui ont été salariés, mais qui sont à l'aise aujourd'hui. Parce que pendant qu'elles étaient en fonction, elles ont le temps d'investir dans les assurances, elles ont le temps d'investir dans la bourse, etc. Elles sont actionnaires partout. On peut faire ça aussi une idée. Maintenant, si vous avez le goût du risque et que vous aimez, disons, il y a des gens qui aiment comment on appelle ça, comme on dit là, il y a des gens qui sont des battants, comme on parle maintenant des femmes battantes. D'accord? Bon, après quelqu'un, vous battez contre qui? Mais bon, bref, c'est pour lui. Mais les femmes battantes, il y a des femmes qui sont dynamiques. D'accord? Donc, ces femmes-là, il y a des personnes qui ont le goût du risque. C'est-à-dire que les personnes-là, il y a des gens qui aiment le contact, tout ça. Elle peut avoir 5 millions, elle investit, elle développe des activités, ça lui rapporte. Mais c'est pas facile, hein? N'est-ce pas? Il faut avoir aussi tellement. Et ces choses aussi, vous ne pouvez pas les faire seuls. Mais les gens sont plus prêts maintenant. Le problème aussi de nos jours, c'est le personnel. Hein? Si vous n'êtes pas un bon personnel, vous êtes mal barré pour les affaires. Et c'est dommage parce qu'on le voit, hein? Les gens sont plus prêts. Ou déjà vous êtes et puis en même temps pas derrière que vous voulez. Tout ça. C'est difficile d'avoir un bon personnel de nos jours. Là. Donc si vous voulez faire des affaires où vous devez investir, enfin je vais dire vous voulez faire des choses, ayez sûr, ayez des bonnes personnes comme nous autres là, sans vantardise quoi. Même les formations là, il y a des gens qui ne sont pas sérieux. C'est pas bien. C'est-à-dire que vous voulez faire, faites. Mais il y a des gens qui. Oui, donc, c'est partout quoi. C'est-à-dire la gangrène a gagné tous les milieux. Donc, l'investisseur, c'est quelqu'un qui doit être stratégique. Hein. D'accord? Donc, il doit avoir un plan d'investissement en fonction de son épargne, de ses fonds, d'accord, disponibles, de ses revenus. Donc, ils utilisent pour cela différentes stratégies pour réaliser leurs investissements. Elles dépendent essentiellement de leur degré d'acceptation du risque
et du niveau de rendement attendu. Oui, il y a des personnes qui sont prêtes à investir beaucoup de millions en fonction du rendement. Si moi maintenant, on me dit que je vais investir 10 millions et puis après je vais avoir 10 millions, je suis prêt à investir, ça me fait un taux d'intérêt de 100%. C'est pour ça que beaucoup se sont fait prendre au piège. De nos jours, les taxis, l'État est obligé d'arrêter les taxis. Vous savez qu'il fait un moment où beaucoup de sociétés ont commencé à fleurir pour dire on vous achète tel taxi, on vous donne 400 000, vous vous rappelez nos 500 000 là. L'État est obligé d'arrêter, c'est de l'arnaque. Moi, déjà, on m'a même parlé, j'ai dit je ne mettrai pas mon argent dans cette affaire. C'est quand la fois dit non, vous mettez 2 millions, on va vous donner 400 000 par mois, déjà, c'est de l'arnaque. Vous y croyez, vous? Vous y croyez? Je vous pose la question à titre personnel. Vous y croyez? Mais moi, j'ai vous, M. Koulibaly. Ça dépend du montant à percevoir. Ah bon, hein? Oui. En fait, c'est une question de rentabilité. Bon, peut-être que moi, j'ai une approche plutôt comptable. Si. C'est que. si. C'est pour ça que je développe ta vie. Par exemple, quand tu me dis que tu te donnes, par exemple, un capital banal de 2 millions pour la voiture, connaissant le secteur du transport, tu ne peux pas garantir à chaque investisseur d'avoir 400 000. C'est pas possible. Pas possible. Parce que ta recette moyenne journalière tourne autour de 20 000. C'est-à-dire que, bon, qui dit recette journalière, c'est-à-dire que c'est sans monter le carburant en fait. Que, justement, on doit déduire. On doit déduire. Donc, c'est-à-dire qu'avec ton carburant, tout ton travail, si tu as trop fait dans la journée, un bon jour, c'est 30 000, 25 000, 30 000. Donc, fois 30, si on prend l'hypothèse que la personne travaille 30 jours, c'est qu'il n'est même pas possible. Parce que justement, puisque en principe, il travaille 6 jours, bon, 6 jours pour le client, 1 jour pour lui. Donc 5 jours. Oui. 5 jours pour le client. Non, 6 pour le client, oui. 1 jour pour lui. Parce qu'il y a 1 jour de repos en fait. Il y a d'autres. Si, c'est vrai. Le dimanche, par exemple. Il y a d'autres qui disent 5. Oui, puisque le dimanche, là, c'est voilà. D'autres disent 5 jours de travail. 1 pour lui, 1 jour de repos. D'autres font ça. Par contre, d'autres disent 6 jours pour eux, 1 jour pour le gars lui-même. Mais tu vas faire quoi, 30 000 par jour. Disons même, on est fou, hein. On est fou, hein. 40 000 par jour. 50 000. Non, 40 000 par jour, okay. Sans le carburant, oui. Que lui il gagne. Tu vas donner, par exemple, 30 000 à l'investisseur, 10 000 pour toi. Une semaine, tu as 60 000. Bon, non, 40 000 disons, voilà. Donc 40 000 par semaine, ça fait combien? Ça fait 200 000. 200 000. Oui. 200 000 par semaine. Ça, c'est par 5, hein? Oui. Fois 6, ça fait 240 000. 240 000 par semaine. Oui. Dans l'hypothèse que tu as toujours des clients qui te donnent ce revenu, c'est quasiment impossible. Sans compter la concurrence, tout ça. Merci. C'est-à-dire que non, c'est impossible. C'est-à-dire que Yango, au départ, ça marchait parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Justement. C'est-à-dire qu'eux, ils sont venus avec. Ils n'étaient pas nombreux aussi. Voilà. Ils sont venus avec un taux alléchant parce qu'il n'y a personne sur le marché pour la concurrence. Donc, lui, il a 2-3 voitures déjà, ça rentabilise. Si. Mais dès lors que l'État a accepté qu'il y ait la concurrence, oui. Les taux devaient baisser. Ce qui n'a pas été fait. C'était même augmenter les taux pour espérer avoir des clients. Mais tu ne peux pas garantir à un chauffeur que non, plutôt à une personne de mandat comme ça, que je te garantis 400 000 par mois. Je vous dis. Sur une voiture, c'est pas possible. Puisque même, ce que même chose, d'autres même au problème dans les calculs, c'est qu'il faut prévoir l'argent de réparation du véhicule. Justement. Parce que plus le véhicule roule, plus il a tendance à se dégrader. Justement, c'est ça. Donc, dis à un gars, non, investis tel montant dans le transport, tu auras 400 000, c'est impossible. Si tu payes peut-être 100 000 par mois,
je peux te croire. Parce qu'il va arriver qu'il y a des jours où tu gagnes par exemple 10 000, 20 000, 30 000. Il y a des jours aussi, effectivement, tu peux gagner plus que prévu. Oui, oui. Mais ce n'est pas constant. Si, justement, c'est pas constant. Or, eux, en fait, ils avaient tendance à garantir une constance dans les revenus. Donc, tu prends l'argent où alors? Justement, c'est ça, c'est de l'arnaque. À un moment donné, en tout cas, moi je dis que je n'y ai jamais cru. Et la preuve, aujourd'hui, ils n'arrivent même plus. Ils ont utilisé le prétexte. Par contre, l'État. ceux qui disaient par exemple, on travaille, tu rembourses la voiture, c'était plus logique. C'est-à-dire que tu n'as pas de voiture, tu viens nous voir, on te donne la voiture, tu travailles et puis en fonction de ton tes recettes. tu Oui, là, c'est pour les chauffeurs. Voilà, c'est plus avantageux. Mais quand tu me dis non, investis tout ton temps. Si, c'était de l'arnaque, hein, parce que là, et beaucoup s'étaient oubliés vers ça. Hein. L'État est obligé à un moment donné d'arrêter. Moi, je n'y ai jamais cru. Moi, il y a des gens qui m'ont approché par rapport à ça. Il y a des connaissances même qui ont investi dans ça. C'était un peu risqué, quoi. C'est trop risqué, surtout avec la concurrence même. Oui. Parce que regardez, après ça, maintenant, habillé rempli de voitures. Parce que actuellement, il y a les concurrents qu'on connaît. Mais il y a une forme de concurrence qu'on n'a pas jugée. Ce sont des personnes qui ont eux-mêmes leur voiture à leur propre compte. Justement. Très bien. Ces personnes-là. Ce qu'on appelle j'ai oublié le nom. Le courant. Non. Il faut aussi Yango, Comment on appelle ça? oui. Si. Il faut aussi Yango, mais ils sont eux-mêmes à leur propre compte. Comment on appelle ça? Le nom m'échappe. Oui, si, effectivement, il y a des gens qui font. C'est-à-dire qu'ils prennent même aussi des clients, en fait, qui prennent des personnes. En tout cas, le nom m'échappe. Quand je vais me rappeler, je vais. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, effectivement, qui ont leur propre voiture et qui font. Qui prennent de l'argent. Voilà, le covoiturage. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Ah, c'est ce que vous avez dit, je n'ai pas entendu, voilà, c'est ça, le covoiturage. Il y a des gens qui font le covoiturage, donc il prend les gens simplement et puis, voilà, il prend son argent, ça lui permet de. Et ça aussi, c'est en vogue maintenant, ça lui permet d'avoir son argent de carburant, tout simplement. Point. Et là, c'est pas déclaré tout ça. Hein? Donc, il prend les gens, surtout dans cette zone-là, ça se fait. Il prend les gens d'une zone A à une zone B. Point. Tous ceux qui vont vers Angré, il dit Angré Château, il s'arrête, il prend. Point. Les matins aussi, il s'en va, il fait la même chose. Et tout le monde, tous ceux qui ont leur véhicule aussi le font. Ils prennent ainsi de suite dans une zone donnée. Du coup, effectivement, ça devient. Tout ça, c'est pas déclaré. Effectivement, c'est des concurrents. Certains, même avec leur véhicule personnel, ils peuvent en faire. Je connais un comme ça au début de Yango, quand le revenu à ce qu'il faisait. Si, mais beaucoup. C'est-à-dire que le matin, il sort, il est actif. Il prend les clients qu'il veut. Dès qu'il trouve un client qui est proche de sa zone, il le prend, il finit ça, il va au travail. C'est simplement un peu désactif. Il est actif. 18h, quand il finit, il est actif, il tourne un peu jusqu'à 20h, 21h, il peut être à la maison. Si. Beaucoup ont fait ça. Ça marchait, mais maintenant avec la concurrence, c'est devenu. Oui, c'est devenu. Ok, donc à côté des investisseurs, on a aussi les émetteurs. Alors les émetteurs sont les agents. Ils sont soit publics ou privés en quête de ressources destinées à financer leurs investissements. Ce sont eux les investisseurs et les émetteurs. Donc on a les investisseurs, eux ils mettent leur argent à la disposition, n'est-ce pas? Donc, oui, je suis d'accord. Donc, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils mettent leur argent. Je vous attends ou bien on continue? Ok. Donc, moi, ça me gêne pas de faire une pause parce que vous revenez. Donc, les investisseurs, comme on l'a dit, eux, ils mettent leur argent à la disposition justement des émetteurs. Donc, eux, ils ont de l'argent. Ils veulent faire fructifier leur argent. Donc, ils les mettent à la disposition pour que cet argent-là génère une plus-value. Je te dis, je vais vous demander un service. Il y a un portable à la charge. Que vous pouvez m'aider. Il y a une prise. Oui. D'accord. S'il vous plaît. Vous voyez, maintenant, à côté d'eux, il y a ce qu'on appelle les émetteurs. Donc, qui sont
soit des agents publics, vous voyez l'État, soit des agents publics ou privés, des entreprises, qui sont en quête de ressources destinées donc à financer leurs investissements, leurs projets. Vous voyez, leurs investissements, leurs projets. Tout le monde a des projets. D'accord? Donc, parmi les émetteurs, on a les entreprises. Donc, on a les entreprises. Par exemple, ici, ça peut être le cas des banques. D'accord? Ça peut être les entreprises. Ces entreprises-là, elles peuvent. Ah, ça, vraiment, c'est des messages. Non, c'est la connexion qui est activée. C'est la connexion. Ah, ok. D'accord. Donc, vous voyez, ces investisseurs-là, ces entreprises, elles ont des besoins de financement pour les projets, etc., pour ça, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles empruntent de l'argent. D'accord? On est en train de voir des acteurs. D'accord? Donc, elles empruntent de l'argent, elles demandent justement à des particuliers de leur prêter de l'argent. Ça peut être les banques, les sociétés d'assurance, etc. Qui sont elles donc demandent aux investisseurs donc, de leur prêter de l'argent. Le prêt d'argent, ce n'est pas seulement les emprunts, même le fait de souscrire un contrat d'assurance, c'est une manière de mettre son capital à la disposition de la société pour qu'elle utilise. C'est une forme donc elle recherche des financements comme ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les agents de notation. D'accord? Les agents de notation. Alors, quels sont les agents de notation, par exemple, que vous connaissez? Agent de notation. Oui. Agent de notation. Les agents de notation. Vous connaissez ce qu'on appelle les agents de notation? Est-ce que vous avez une fois entendu parler? Vous n'avez jamais entendu parler des agents de notation? Ah bon? Ah, c'est bon. Vous voyez, c'est un peu ça aussi la formation. Ça vous permet de la culture générale. Alors, vous savez, de plus en plus les entreprises, même les États, ils sont en quête de performance. Vous comprenez? Et face à la concurrence, il y a, ça dit, pour avoir plus de cotes pour pouvoir bénéficier de certains financements, il y a des entreprises qui se font, comme on appelle, noter. C'est-à-dire qu'elles ont des notes, un peu comme des élèves. C'est-à-dire, voilà, il y a des agences, c'est-à-dire il y a des structures qui sont spécialisées pour noter les États ou des entreprises. Vous voyez, pour que ces entreprises-là, des structures puissent les financer. Donc, il y a des critères pour se faire noter. Vous voyez, non? Donc, pour pouvoir, pour aller mieux, pour être plus crédible, voilà. En fait, c'est quoi? Il y a des entreprises où il y a des États, pour être plus crédible aux yeux des investisseurs, se font, comment on appelle ça, noter par des structures. Il y a des structures spécialisées qui sont chargées de noter, justement, de sorte qu'avec ces notes-là, elles peuvent aller se présenter devant les investisseurs pour leur dire, écoutez, moi j'ai été noté par telle structure qui reconnaît que je suis crédible, qui reconnaît que j'ai une certaine fiabilité. Mais ces agences-là, elles aussi, elles se font sur des critères pour pouvoir noter ces états-là. Donc, il y a des critères. Bref, donc, ce sont ces structures qu'on appelle les agences de notation. Vous voyez. Et grâce à ces normes-là, ces structures-là, les États, les entreprises peuvent bénéficier. Voilà, je demandais selon vous, c'est quoi une agence de notation? Vous avez entendu parler d'agence de notation? Très bien, partagez avec nous. Malheureusement, vos collègues n'en ont jamais entendu parler. Donc, je voulais justement voir votre définition. Peut-être ça peut les permettre de comprendre. Dites-nous ce que vous pensez d'une agence de notation. Non, allons-y, vous êtes. Il sait juste que oui. Il y a Bluefield Investment qui est une agence de notation. Par exemple, Bluefield. C'est tout ce que vous savez. Il y a Moody. Il y a Moody, il y a Standard & Poor's, il y a Fitch. Comme Bluefield, là, c'est parce que le gars a parlé de sa société qui est sûr que c'était. Si. Je ne sais pas c'est quoi. Comme je vous l'ai dit là, vous voyez sur le marché boursier des entreprises, vous voyez les entreprises vont en quête de financement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les investisseurs, eux, ils veulent aussi des entreprises crédibles. Vous comprenez? Ils ne veulent pas investir au premier venant. Ils ne veulent pas mettre leur argent à la disposition du premier venant. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
ces investisseurs, ces émetteurs, les entreprises qui cherchent justement des financements, elles doivent remplir certains nombre de critères pour pouvoir bénéficier des financements, pour être plus crédible aux yeux des investisseurs là. Elles doivent avoir une certaine crédibilité. Maintenant, il y a des agences, il y a des structures qui sont chargées de leur accorder cette crédibilité-là. Ces structures, on les appelle des agents de notation. Et ces structures-là, elles se fondent aussi sur un certain nombre de critères. Elles évaluent, voyez-vous, les émetteurs, les entreprises, elles, les États, tout ça, là, elles les évaluent en fonction d'un certain nombre de conditions que ces entreprises doivent remplir. Lorsque ces entreprises remplissent ces conditions, elles leur donnent des notes de manière à ce que, après l'obtention de ces notes-là, ces entreprises peuvent aller maintenant auprès de ces entreprises pour leur dire, écoutez, j'ai eu une bonne note, un peu comme un élève qui a été noté par un instituteur, par un, etc. Vous voyez, il y a une certaine crédibilité. Ici maintenant, par exemple, moi je suis censé vous noter. Je n'ai pas de lien particulier avec vous. Je suis censé être neutre. Je ne sais pas si vous voyez. Donc la note que je vous aurai donnée là, elle est censée être une note qui, suivant des critères que je soumets, vous tous à votre attention, vous composez et maintenant, c'est comme ça aussi que ça se passe avec les entreprises. Donc il y a des agences, il y a des structures qui sont des entreprises justement, et c'est ce qu'elle a cité, il y a des grosses entreprises qui sont connues mondialement, qui se fondent sur un certain nombre de critères, ils sont comme des habits qui attribuent des notes, et grâce à ces notes-là, un peu comme des diplômes, etc., vous vous présentez maintenant devant les investisseurs. Regardez, moi j'ai été bien noté, je suis crédible, donc je peux bénéficier de finances. Et grâce à ces notes-là, justement, les investisseurs peuvent mettre de l'argent parce qu'elles sont crédibles. Est-ce que vous comprenez? Oui. Bon, vous avez cité d'autres noms. Est-ce que les autres agents de notation ont la possibilité de venir sur le marché financier, sur le marché boursier de la sous-région et puis noter les entreprises ici? Oui, non, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'émetteur des entreprises qui demande aux agents de les noter. Si moi j'estime que je vois, qui leur demande de les noter. Donc si moi je n'en ai pas besoin, en Afrique de l'Ouest, en Afrique même, combien on considère? On n'est pas nombreux. Pardon? C'est eux qui font la notation de la BFM pour les sociétés. Ah bon, hein? Ah, ok, ils font la bleu. Ah bon, ils font la. Bon, j'avoue que j'ai entendu parler du nom, mais bon, je ne les connais pas. Ah, ils font des notations aussi. Vous avez entendu Stanislas Zézé? Oui, si, c'est sa structure. Oui, mais il n'est pas. Bon, d'accord, mais il n'a pas. Lui, si, je l'ai entendu, effectivement. Le gars qui porte des chaussettes rouges là, non? Si, c'est lui. Il porte chaussettes rouges là. Bon. Effectivement, c'est pour lui la structure. Il a fait les États-Unis. Oui. C'est lui qui note un bon, hein. Il est très influent, hein. Très influent. Alain Foucault nous a parlé plusieurs fois de lui. Chez RFI, tout ça, on a parlé de lui. Effectivement, j'ai entendu parler. Je ne savais pas que c'était pour lui. J'entends Stanislas Zézé là. Donc, voici un peu. Ouais, donc, ce sont des agents de notation justement qui donnent cette crédibilité aux investisseurs. Et du moins aux émetteurs. Donc, on a vu, donc, les agents de notation aussi qui sont, disons, comment on appelle ça, qui sont aussi justement des émetteurs. Ils font partie en dehors des entreprises, les agents de notation, ils sont aussi des émetteurs. Maintenant, à côté donc de ceux-là, à côté donc des investisseurs, des émetteurs, on a aussi les États. D'accord? Les États et les collectivités territoriales aussi, qui sont aussi en quête donc, de ressources, bien évidemment. Alors l'État peut être investisseur comme l'État peut être investisseur comme l'État peut être émetteur aussi. Vous êtes d'accord avec moi, non? L'État peut être investisseur. L'État joue plusieurs rôles. L'État peut être investisseur comme il peut être aussi